Merci de nous accueillir dans cette jolie salle. On a l'habitude de façon assez irrégulière malgré tout de se retrouver à l'Intersage sur des thématiques. Pierre et Damien sont là comme moi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a des problématiques complètement cumulatives ou cumulées. On avait évoqué il y a, je ne sais plus exactement quand c'était, 1 an et demi je crois, à Barsonne-du-Gers, les problématiques eau potable. Pour certains d'entre vous y étaient. C'était une journée très riche et la conclusion de cette journée, c'était de se retrouver sur d'autres thématiques. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on est sur une thématique plan d'eau. L'intérêt pour nous, c'est dans le cadre des animations sages, clés, projets de territoire, de l'ensemble des problématiques que l'on accompagne, c'est d'être capable de partager certaines définitions, de partager certains objectifs, de partager donc certaines trajectoires à terme de ce que l'on a pu définir conjointement. Et les plans d'eau, ça fait partie tout simplement de l'alpha et l'oméga des problématiques du moment, que ce soit sur la Douramont ou sur la Midouze. On est en plein travail de réflexion sur nos sages. On est en train de porter aussi des projets de territoire. Et effectivement, si le jeu initial, c'était de s'amuser à classer les plans d'eau, c'est peut-être parce qu'on se rend compte que si on fait un test comme ça a été fait, on n'est pas tous dans la même définition du plan d'eau. On n'est pas tous dans la même fonction du plan d'eau ou des attendus d'un plan d'eau. On se rend compte aussi qu'originellement, on n'est pas nécessairement dans le même historique. Il y a les plans d'eau originels, il y a les plans d'eau artificiels, il y a les plans d'eau qui ont certaines vocations partagées, d'autres des vocations uniques. On aura l'occasion d'en parler. Donc l'objectif, c'est d'être capable de définir ensemble ce qu'est un plan d'eau, d'être capable réglementairement de le cadrer aussi, parce qu'il y a des croyances et des réalités, je dirais, sur les plans d'eau également. Puis après, il y a quelque chose qui est très important, c'est de mesurer l'impact d'un plan d'eau sur un territoire, sur l'amont, sur l'aval, sur la biodive, sur les usages, sur la vie d'un territoire. Je peux vous en parler parce que quand on est, entre guillemets, propriétaire de plans d'eau, on se rend compte qu'on en est rapidement dépossédé par des territoires qui, pour certains, étaient défavorables à la création de ces plans d'eau historiquement et qui, après, sont les premiers défenseurs de ces plans d'eau pour des raisons avouées ou non avouables, d'ailleurs. Donc, on trouvait intéressant d'évoquer ça. Ça fait vraiment partie des leviers importants. Ça fait partie de la caisse à outils de nos projets à venir. Et ça fait partie aussi d'une acceptation politique et philosophique à travailler. Donc, on pensait que ce thème était intéressant. Donc, je ne vais pas faire le teasing sur la journée, mais je sais que Marie va commencer. Je sais que les services de l'État vont intervenir après sur le volet réglementaire. Je sais qu'il y a une personne du CNRS qui vient nous parler des enjeux et de l'effet ricochet des plans d'eau sur certains territoires et sur les milieux. Je sais que vous avez cet après-midi une visite. On vous avait demandé de venir avec des bottes et des kawaii. Les kawaii, il n'y en aura peut-être pas besoin. Les bottes, sûrement. Moi, je voulais surtout remercier les animatrices et l'équipe de l'institution qui a porté et organisé cette journée. Remercier tous les élus qui ont participé. Il y a des départements représentés. Il y a la région. Sophie Weber est là pour la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a effectivement des techniciens et des élus syndicats de rivières, communes. L'ensemble des partenaires sont là. Donc, moi, je ne vous souhaite qu'une bonne journée. Et puis, surtout, si vous avez besoin de poser l'ensemble des questions ou s'il y a des choses qui vous taraudent, c'est le moment de les poser puisqu'on est quand même en famille. Sur les 3 clés, on est capable de se croiser assez régulièrement, donc c'est le moment d'échanger. Et je salue aussi les fédés, chasse, pêche, l'ensemble des associations qui sont là et qui partagent avec nous tout ce travail au long cours sur l'ensemble du territoire. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Initialement, vous avez tous vu dans le programme qu'une intervention de l'Agence de l'eau était prévue. Malheureusement, la personne n'a pas pu être disponible aujourd'hui. Donc je prends le relais sur la base quand même de son intervention qui était prévue, que j'ai un petit peu adaptée sur les éléments dont je peux vous parler. Donc je vais parler surtout de la notion de définition, diversité et fonctionnement des plans d'eau. Est-ce que vous y voyez bien ? Oui, ça va. Donc, quelques propos qui vont servir d'introduction à la journée. Certains d'entre vous, alors voilà, j'adapte un petit peu, je m'adapte un petit peu à cette intervention prévue en dernière minute, mais si parmi vous, certains qui connaissent mieux le sujet, au cours des discussions, sont amenés à compléter mes propos, voire à les corriger, surtout n'hésitez pas. Donc, notion les plans d'eau d'une manière générale, quelques notions de définition.
Un plan d'eau, c'est une étendue d'eau douce, continentale, de surface. Eau douce libre, stagnante, d'origine naturelle ou anthropique, donc d'origine humaine éventuellement. Sa profondeur est variable et elle peut avoir, on va le voir, une stratification thermique pour les plans d'eau qui ont une profondeur un peu plus importante. Alors on va parler de différents types de plans d'eau. On parle de lacs, on parle de retenues, on parle d'étangs, on parle de gravières, etc. Il existe une multiplicité de pièces d'eau, de plans d'eau sur les territoires qui sont vraiment de différents types. Comment ? Alors quelques notions, c'est vraiment très général, très générique ici évidemment, mais c'est pour essayer d'adopter un premier langage commun, on va dire. Quand on parle de lac, on parle plutôt d'une masse d'eau qui est accumulée naturellement, d'origine naturelle. On parle de lac quand on a une certaine profondeur, une profondeur suffisante. Et donc, généralement, ça peut amener à ce qu'il y ait une stratification thermique, une différence de température entre la surface et la profondeur. Bon, ces schémas, je ne vais pas les expliquer systématiquement, mais les entrées d'eau, vous verrez, c'est à peu près pareil pour tous les types de plans d'eau, peuvent être superficielles ou souterraines, de même que les sorties. Et puis, évidemment, il y a l'alimentation directe par la pluie, et puis éventuellement également de l'évaporation. On va parler de retenue quand on est sur un plan d'eau, cette fois-ci artificiel, d'origine humaine. Et quand on parle de retenue, généralement, elle est créée pour une vocation spécifique. Vous en connaissez évidemment, on a des retenues qui sont prévues pour l'hydroélectricité. Vous voyez un exemple ici. Alors tous les exemples ne sont pas locaux sur le bassin de l'Adour. J'ai repris le diaporama de l'Agence de l'eau aussi. Donc on va parler avec une vision plus Adour-Garonne. Certaines retenues sont prévues pour du soutien d'étiage, pour de l'irrigation, parfois aussi pour de l'alimentation en eau potable. Il y a des retenues qui sont créées pour y faire du pompage pour produire ensuite de l'eau potable. Donc même principe avec des entrées-sorties d'eau souterraines ou superficielles. Et cette fois-ci, dans ce cas-là, on peut avoir des entrées d'eau également et des sorties qui sont artificielles. Donc ces retenues-là peuvent être alimentées de manière naturelle ou par une alimentation artificielle. On va parler d'étangs quand on est d'origine naturelle ou artificielle, peu importe, mais ce qui va surtout faire la différence par rapport à ce qu'on va appeler lac, c'est la profondeur. On est généralement sur une faible profondeur, donc on n'a pas trop de différence de température entre la surface et la profondeur. Et puis, on a, du fait de cette faible profondeur, un développement de la végétation possible sur toute l'étendue du plan d'eau. Voilà. Donc là, on est plutôt sur la notion d'étang. Plus faible profondeur, on en connaît pas mal, alors dans les Landes notamment, mais pas que d'ailleurs. Vous avez ici l'exemple de l'étang blanc, qui est plus sur le côté littoral landais. À Seignos. Alors ici, quelques éléments que j'ai laissés du diaporama de l'Agence de l'eau, pour parler un petit peu des différents plans d'eau qu'on peut rencontrer. Alors, je pense que c'est une vision très générale et générique, mais les lacs naturels, finalement, ne sont pas si nombreux, on n'en rencontre pas partout. Sur le secteur, on va en rencontrer sur les zones de montagne un petit peu, et puis sinon, pas mal en arrière du Ner, derrière le cordon du Ner, tous ces étangs-là qui se sont formés naturellement. Les éléments artificiels, lacs artificiels, donc là, on parle d'éléments assez profonds, alors localisés plutôt sur ce secteur-là. Et puis ici, on va parler de retenue de plaine et ensuite sur la moyenne ou haute montagne, de retenue de moyenne ou haute montagne. Alors évidemment, les points bleus, ce n'est pas la localisation exhaustive des retenues. En termes de typologie, donc un plan d'eau, il va être classifié en fonction de différentes choses. Alors les hydro-écorégions, c'est la carte que vous voyez là-bas. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais c'est les mêmes principes que pour les cours d'eau. Il y a différentes régions, la montagne, les landes, les coteaux, je ne sais plus quel nom ont les différentes hydro-écorégions, vont participer à cette classification des plans d'eau. Leur origine, naturelle, artificielle, humaine également. Le fonctionnement hydraulique, ça c'est est-ce que le plan d'eau fonctionne naturellement ou est-ce qu'il est alimenté ou vidangé Et puis la forme de la cuvette également va participer à la typologie. Donc on peut avoir des plans d'eau avec des cuvettes assez peu profondes comme ici, qui sont généralement des plans d'eau qui vont présenter une zone littorale assez importante. On va avoir des franges littorales autour du plan d'eau avec de la végétation, des ceintures de végétation assez
assez caractéristique de ces tours de plans d'eau. On peut avoir des cuvettes assez profondes. Là, on est sur des cuvettes où possiblement on a du coup de la stratification thermique, je vais y venir juste après. Et puis des formes évidemment plus variables. On n'est pas sur de la géométrie précise, avec des possibles justement un peu mix de tout ça, des zones plus profondes et puis des zones littorales qui se créent. Ici, je vous montre... Alors, quand on parle cette fois-ci de masse d'eau, au sens du SDAGE, au sens de la directive cadre sur l'eau, tous les plans d'eau ne sont pas identifiés comme des masses d'eau au sens de la DCE. Sur le périmètre des 3 sages, on a 14 plans d'eau qui sont des masses d'eau. Vous les voyez ici, certaines d'origine naturelle, certaines artificielles, beaucoup d'origine artificielle d'ailleurs. Ce sont ces plans d'eau-là qui font l'objet d'un suivi régulier au titre de la directive cadre sur l'eau. Donc suivi de leur état au regard de paramètres physico-chimiques, biologiques et chimiques. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là ce matin. Mais voilà, ce sont ici les éléments qui sont identifiés au titre de la DCE et qui sont classés en fonction de leur état et suivis par le SDAGE notamment. Et ici, alors absolument non exhaustif. Et je sais que dans les présentations juste après, vous verrez évidemment des notions de connaissances plus approfondies qu'ici. Mais je pense que c'était juste pour illustrer le fait que entre les masses d'eau qui sont peu nombreuses et qui sont suivies au sens de la DCE et l'existence réelle de plans d'eau sur les territoires, il y a une grande différence. Alors ici, c'est les sources BD Carthage, mais qui est absolument non exhaustive, qui présente des éléments, des pièces d'eau, plans d'eau sur le territoire. Mais tout à l'heure, les services de l'État, juste après, vont nous montrer finalement que la connaissance est quand même plus développée que ça. Et finalement, on en rencontre beaucoup plus sur les territoires. Quelques notions de fonctionnalité, de fonction et de caractéristiques un peu particulières au plan d'eau. Un plan d'eau, alors ça c'est très générique, ça a des fonctions écologiques importantes, intéressantes d'un point de vue de la ressource en eau. C'est une pièce d'eau, ça peut accumuler de l'eau, ça peut en restituer. C'est également un milieu qui accueille de la vie aquatique ou autre, donc c'est vraiment un hotspot de biodiversité tel que c'est écrit, voilà. Et puis, c'est aussi des supports de multiples usages, que ce soit l'agriculture, l'aquaculture, la pêche, l'eau potable également, je l'ai dit, possibilité d'utilisation pour l'énergie, pour les loisirs, etc. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là, mais qui sont spécifiques, qui sont finalement vrais pour l'ensemble de milieux qu'on rencontre, plans d'eau, milieux humides, cours d'eau ou tout autre milieu, où on a toujours des intérêts écologiques, mais également des usages sur les milieux. Quand on parle de plan d'eau par rapport à la notion de cours d'eau, la différence qu'on a, ça va être cette troisième dimension, cette profondeur qu'on peut avoir sur un plan d'eau. Et puis aussi, un plan d'eau, c'est vraiment un milieu, on va dire, je vais dire plus clos, plus fermé, avec un temps de résidence de l'eau dans le milieu, alors variable selon chaque pièce d'eau, mais c'est vraiment une zone d'accumulation. Une zone d'accumulation, réception de beaucoup d'éléments d'un bassin versant, et puis qui va avoir un effet de réacteur au niveau de la physico-chimie, de nutriments, de la biologie. On va le voir très, très succinctement. Les caractéristiques intéressantes à appréhender quand on est face à un plan d'eau, c'est est-ce que la lumière pénètre ou pas et jusqu'à quelle profondeur. Cette notion de stratification thermique, je vais vous en parler. Alors sur des plans d'eau de faible profondeur, on ne le rencontre pas, mais dès que c'est un peu profond, ça peut. Des notions de physico-chimie rapidement, et puis on va parler un peu nutriments. Alors la lumière, alors là c'est des grandes notions très génériques, mais comme ça on approche un petit peu cet écosystème-là ensemble. Donc dans un plan d'eau qui est un peu profond, on va avoir pénétration de la lumière, mais pas sur l'intégralité forcément de la colonne d'eau. Donc la zone euphotique, ou la zone photique, c'est la zone dans laquelle la lumière peut pénétrer. C'est la zone dans laquelle la photosynthèse est possible. Alors si certains... Peut-être ça rappelle à certains, pendant nos années d'études, ce disque de Secchi qui permet de mesurer la transparence de l'eau et de savoir un petit peu... D'ailleurs, c'est, je pense, toujours utilisé pour mesurer la transparence de l'eau, qui est un élément qui fait partie de l'évaluation de l'état trophique d'un plan d'eau. Si on parle température cette fois-ci, donc en plan d'eau naturel, on peut
rencontrer, je dis bien naturel, dès qu'on a des effets de vidange, ça va varier, ça va se fonctionner autrement. Mais en plan d'eau naturel relativement profond, on peut rencontrer des cycles thermiques et un mouvement thermique, un mouvement de brassage de l'eau qui se crée naturellement dans le plan d'eau. Et c'est la densité de l'eau, en fonction de sa température, qui va être le moteur de ce mouvement. Donc l'eau, sous forme de glace, est d'une densité très faible. Et puis on est sur des densités maximum sur de l'eau entre 0 et on est autour de 4 degrés sur la densité maximum. Ensuite, quand l'eau se réchauffe, elle est moins dense. Donc ces différences de température de l'eau sur toute la colonne d'eau, donc de densité, vont générer des mouvements d'eau. Et ce cycle thermique, alors là il est illustré ici, j'ai laissé l'illustration dans son intégralité. Si on part de la stratification en hiver. En hiver, si on est en montagne ou si les hivers sont très froids, on peut rencontrer une surface gelée à la surface du plan d'eau. La glace étant moins dense, elle se retrouve en surface. Et puis, on a finalement les températures les plus chaudes en profondeur. Donc la glace, elle forme une couche isolante. Et puis, en profondeur, ça permet le maintien, pendant la saison hivernale, d'une faune et d'une flore aquatique. L'eau à 4 degrés étant la plus dense. Et puis, quand le printemps arrive, les eaux en surface vont se réchauffer. On est sur les eaux les plus chaudes ici en hiver. Mais lorsque l'eau de surface se réchauffe, arrivé à une température entre 4, 6, 8 degrés, on a là un phénomène de brassage qui se génère naturellement, qui se met en route naturellement. Et la colonne d'eau est brassée. Et donc là, on va être, je ne sais pas si le... Oui, voilà, on est sur des questions de densité toujours de l'eau. Et puis, en été, on va avoir une stratification différente avec cette fois-ci l'eau la plus chaude, mais qui reste toujours moins dense, qui est toujours en surface. Donc ce principe de brassage, alors il est réillustré un petit peu ici, c'est pas pour rentrer dans le détail, mais vous avez alors la profondeur ici, la température ici. Et on voit ici, on est en mars. Donc là, on a une période de brassage printanier. Et quand on fait des mesures sur toute la colonne d'eau pendant ces périodes de brassage, on a finalement la même température tout au long sur toute la profondeur. Et puis, quand la saison, et là, l'été avance, on voit mai, juillet, septembre, on a la stratification thermique qui se met en place. Donc là, vous la voyez très bien illustrée quand on est vraiment dans la période stratifiée, où on a l'eau en surface qui est chaude. Et puis, quand on rentre en profondeur, assez rapidement, on va baisser en température. Et après, il y a une stabilisation de la température sur la profondeur. Là, on est quand même sur... Je ne sais pas quel est le plan d'eau qui est illustré ici, mais on est sur des profondeurs assez importantes. Alors, ce cycle thermique, il n'existe pas pour tous les plans d'eau. Les plans d'eau qui sont peu profonds ne vont pas rencontrer cette stratification thermique. Et c'est plutôt un brassage qui va se faire avec l'action du vent, par exemple, en surface. Il peut y avoir du mouvement d'eau, mais pas ce processus vraiment intrinsèque et naturellement, qui se génère naturellement dans un plan d'eau plus profond. Et puis également, les cycles thermiques n'existent pas dans les plans d'eau de barrage, puisque là, on a plutôt une gestion avec des volumes stockés, déstockés notamment, et des vidanges qui se font généralement par le bas de l'ouvrage, qui font que ça perturbe, entre guillemets, ou en tout cas, ça ne permet pas ce fonctionnement naturel de brassage. Alors, très rapidement, si on parle d'oxygène, corrélation. Alors, il est évidemment corrélé à la température. L'oxygène dissous sera plus important dans une eau fraîche que dans une eau chaude. Donc, c'est illustré sur un des deux graphiques ici. Alors, pardon, je les re-regarde. Oui, voilà. Vous le voyez sur le deuxième graphique. La courbe en rouge, c'est la température de l'eau, avec cette stratification thermique dont je vous ai parlé. Et en surface, là où l'eau est plus chaude, l'oxygène dissous est un peu moins important que finalement un peu plus en dessous, sur une profondeur intermédiaire, où la température a baissé. Et c'est là que l'oxygène est en présence maximum. Et ensuite, on redescend en profondeur. Et puis, ça suit ces questions de brassage aussi. Vous voyez en mars, là, donc la courbe verte droite qui correspond à une période de brassage thermique. Cette occasion-là, il y a une homogénéisation aussi de la présence d'oxygène dans la colonne d'eau. Et puis ensuite, sur les périodes de stratification thermique, on a aussi cet effet sur l'oxygène, voilà, avec de l'oxygène moins important en profondeur.
Alors, l'oxygène, élément important, parce que quand il est présent, le milieu fonctionne en oxygénation. Par contre, sur des zones, sur des plans d'eau qui peuvent être profonds, avec des zones en profondeur qui n'ont plus d'oxygène, ou alors sur des plans d'eau qui peuvent dysfonctionner, avoir des problèmes d'oxygénation, ça peut générer des éléments, des fonctionnements dans le plan d'eau, pas des fonctionnements, mais des processus dans le plan d'eau, comme par exemple des bactéries qui peuvent se mettre à produire du méthane, ou également dans les sédiments qui sont vraiment des zones qui accumulent beaucoup d'éléments, que ce soit organiques, biologiques, mais que ce soit aussi d'éléments chimiques. Les périodes d'anoxie peuvent générer un relargage de ces éléments par les sédiments. Alors, quand on parle d'état trophique ou d'eutrophisation, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Donc, l'état trophique, c'est l'état un petit peu de la présence des éléments nutritifs dans le plan d'eau. Les éléments nutritifs essentiels au développement à la production végétale notamment, c'est le phosphore et l'azote. Les sources de ces éléments-là, ça peut venir du bassin versant, ça peut venir d'origine anthropique aussi, de rejets par exemple. Et puis sinon, comme je vous l'ai dit, dans les sédiments, ils accumulent même de la matière organique, etc. et peuvent soit la contenir, soit redevenir source de nutriments dans le milieu s'ils relarguent ces éléments. On va parler d'eutrophisation quand on a un apport excessif de ces éléments nutritifs. Et donc un apport excessif de ces éléments, c'est illustré là-bas, va générer une production végétale plus importante, une prolifération végétale. Et qui dit plus de prolifération végétale dit plus de besoin de décomposition de matière organique. Et ce besoin de décomposition de matière organique nécessite plus d'oxygène. Et donc, on a plus de consommation d'oxygène dans le milieu. Et donc, la teneur en oxygène dissous dans l'eau va diminuer. Donc, quand on est sur un état avancé en termes d'eutrophisation dans un milieu, on va avoir un milieu qui possiblement va avoir un état d'oxygénation qui va être dégradé et moins d'oxygène dans le milieu. Donc, tout ça peut conduire évidemment à un déséquilibre de l'écosystème. Alors, naturellement, un plan d'eau, là, c'est les éléments qui permettent à mesurer l'état trophique. Donc, 3 paramètres qui sont suivis. Donc, la transparence avec le fameux disque de Secchi. On va mesurer la chlorophylle A, c'est-à-dire la présence de matière végétale dans le milieu. Et on va mesurer le phosphore total dans le milieu. Et selon ces 3 éléments, on sait classer les plans d'eau. Est-ce qu'ils sont ultra-oligotrophes en passant par le oligotrophe, mésotrophe et jusqu'à des milieux eutrophes, voire hypereutrophes. Et vous avez la différence ici entre un milieu oligotrophe qui finalement a peu de végétation aquatique, peu d'éléments nutritifs encore, l'eau est plutôt bien oxygénée. Et puis, plus le milieu évolue, plus on va arriver sur une eau riche en végétation, plus chaude et avec beaucoup plus de vases qui se forment, beaucoup plus de matière organique à dégrader et donc de moins en moins d'oxygène. Alors à noter que ces milieux-là, les plans d'eau, ce sont des milieux qui naturellement évoluent lentement vers un état trophique plus avancé. C'est un processus naturel aussi. Et naturellement, sur de très très longues périodes, un plan d'eau est amené à se combler d'ailleurs, du fait de cette accumulation. Par contre, là où on rencontre des difficultés, en tout cas, les apports, notamment dans le plan d'eau, depuis les bassins versants, de rejets d'origine anthropique, etc., peuvent générer une accélération de ce processus et des dysfonctionnements finalement dans le milieu. Donc c'est plutôt le problème de l'accélération de ces processus qui peut poser des difficultés. Quelques notions liées à l'eutrophisation. Je pense que c'était un sujet dont l'Agence de l'eau souhaitait en parler. Quand on est sur un milieu très eutrophe, très riche en éléments nutritifs, notamment, liés à l'eutrophisation, peuvent se développer des cyanobactéries. Alors, les cyanobactéries, ce n'est pas un sujet nouveau. Ce n'est pas depuis quelques années qu'il y a des cyanobactéries. Les cyanobactéries, elles existent depuis très longtemps. Naturellement, elles sont présentes dans le milieu. Il en existe de très, très nombreuses espèces. Mais d'ailleurs, toutes les espèces ne sont pas toxiques. Il n'y a qu'un certain nombre de cyanobactéries, certaines espèces qui le sont. Ceci dit, les cyanobactéries qui peuvent être toxiques et produire donc des toxines vont
poser des enjeux sanitaires notamment. Alors des enjeux de qualité du milieu en lui-même, hein, quand on va classer les milieux, la présence de cyanobactéries est le signe d'un milieu eutrophe. Donc pas forcément en très bon état écologique, mais également des problèmes sanitaires, des problèmes pour la baignade, des problèmes même pour les animaux, hein, vous en avez probablement déjà entendu parler, et puis également quand on est sur des plans d'eau évidemment à vocation d'usage de l'eau, peut-être pour de l'eau potable, ça peut créer des enjeux sanitaires importants. Quelques notions sur les cyanobactéries toujours, elles sont dans la colonne d'eau, dans un plan d'eau. Dans un cours d'eau, elles peuvent être plutôt benthiques, c'est-à-dire collées sur les substrats, les graviers, etc. Elles sont vraiment planctoniques dans la colonne d'eau. Elles appartiennent au phytoplancton, finalement, qui se développe dans la colonne d'eau. Donc, je vous l'ai dit, certaines sont toxiques. Et une fois qu'elles y sont, elles sont très résistantes aux variations de température, au manque d'oxygène, très compétitives. Donc c'est assez compliqué de gérer la situation quand les cyanobactéries se développent. Alors des notions sur leur accroissement, ça fonctionne en général, c'est comme le phytoplancton, ces éléments-là, par bloom on appelle ça, donc on peut avoir des développements assez subis, assez importants. L'accroissement, il dépend de beaucoup de facteurs, la température, le vent, la présence des nutriments évidemment, l'état de l'oxygénation du milieu et le temps de séjour de l'eau aussi dans le milieu. Un plan d'eau, il y a un temps de séjour plus ou moins long, de quelques jours, quelques mois à quelques années. Et là, ce schéma illustre en fait, selon le temps de séjour de l'eau dans un plan d'eau par rapport à la charge en phosphore, voilà comment finalement, enfin, la relation entre les deux qui peut expliquer l'état trophique du milieu. Donc sur un temps de séjour de l'eau très long, avec des teneurs en phosphore assez importantes, évidemment, même pas très importantes, on arrive très vite dans des milieux eutrophes, voire hypereutrophes. Si on a un temps de séjour très court, un renouvellement de l'eau assez rapide, finalement, même avec des charges en phosphore assez importantes, on peut rester sur des milieux qui ne se trophisent pas trop. Donc voilà sur quelques notions un petit peu de caractéristiques de plans d'eau. Tout ça fait que, alors là je suis très brève et je pense que de toute façon ça sera beaucoup plus évoqué par des collègues plus tard dans la journée. Donc là simplement pour dire que un plan d'eau ça se gère. Il y a des enjeux à gérer ces plans d'eau, des enjeux pour que le plan d'eau reste en bon état et pour que le plan d'eau impacte le moins possible les milieux aval aussi. Donc les usagers et propriétaires des plans d'eau sont les premiers à pouvoir contribuer à ce bon état. Donc il s'agit de surveiller, de comprendre la qualité de l'eau. À l'échelle du plan d'eau en lui-même, on peut essayer de prévenir évidemment tout rejet direct, pollution directe sur le milieu. Après, on va parler d'une manière plus globale de bonnes pratiques de gestion et d'entretien du plan d'eau. Alors ça va être de l'entretien, pourquoi pas, de la végétation alentour pour qu'elle reste, alors sans forcément, quand on parle d'entretien de végétation, attention, hein, là on peut parler aussi de gestion des macrophytes d'ailleurs, gestion des plantes exotiques envahissantes ou espèces exotiques envahissantes, c'est des sujets qui ne sont pas des petits sujets sur certains secteurs et sur des plans d'eau. Et puis dans les bonnes pratiques aussi de gestion et d'entretien, c'est-à-dire bien gérer les questions de si c'est un plan d'eau d'origine anthropique, de remplissage, de vidange, d'assec après les vidanges. Tout ça, c'est des éléments qui doivent être faits, qui peuvent être faits, mais il s'agit de bien pratiquer tout ça pour que ça impacte le moins possible le milieu, le plan d'eau en lui-même et le milieu aval. Alors un plan d'eau est alimenté généralement un petit bassin versant, plus ou moins grand, hein, ça dépend où il a été construit, comment il a été configuré, évidemment. Mais s'il y a un petit bassin versant qui vient alimenter ce plan d'eau, petit ou grand, il y a besoin, pour s'assurer de bon état et de la qualité du plan d'eau, d'un concours de l'ensemble des acteurs de ce bassin versant, notamment pour essayer de contrôler les apports du bassin versant. Et donc, ça peut arriver que malgré la gestion, ou à défaut de gestion adaptée, on puisse avoir besoin de restaurer des plans d'eau. Et je vais terminer sur ça. Ce n'est pas un sujet que je connais très bien, je l'ai gardé du diaporama de l'agence, il n'est pas inintéressant. Donc, effectivement, un plan d'eau qui présente des problèmes de fonctionnement, notamment par exemple de dégradation de la qualité, on peut envisager de travailler dessus. Il y a des exemples à très grande échelle. Hein. Alors, il y avait d'autres exemples, le lac Léman, le lac d'Annecy, mais il y en a aussi plus proches. J'ai gardé l'exemple un peu plus proche, c'est à Parentis ici,
où en fait, visiblement, donc, des problèmes de rejet dans le lac, notamment d'effluents industriels, ça avait l'air d'être le sujet prégnant, qui ont été travaillés. Donc vous voyez les taux de phosphore, en fait, oui, ça c'est les concentrations en phosphore dans le lac dans les années 70, qui étaient très importantes. Et grâce à un travail long sur pas mal de dizaines d'années successives, ils ont réussi à diminuer fortement les taux de phosphore dans le lac. Et si vous comparez, par exemple, si vous regardez le graphique là-bas, on voit que la comparaison entre les teneurs en phosphore, qui à partir du moment où elles ont baissé, ont permis une amélioration de la qualité biologique dans le milieu. Et donc ici, on voit justement la corrélation entre la présence importante de chlorophylle A, qui témoigne d'un milieu assez eutrophe, donc beaucoup de matière végétale, beaucoup de production végétale de matière organique, et puis la transparence du milieu. Et plus on arrive vers un milieu, on va dire, moins eutrophisé, plus la transparence s'améliore. Donc on peut récupérer l'état d'un plan d'eau, mais ça nécessite des actions importantes qui vont, alors là je ne parle pas de budget, etc. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la visibilité des actions est lente. On est là sur un milieu qui va avoir un temps de séjour long, mise en place des actions sur les bassins. On le sait souvent, pour les interventions sur les milieux, on a besoin de temps pour avoir effectivement une visibilité sur les actions. Donc voilà quelques éléments introductifs. Je vais laisser la parole aux intervenants suivants.